Bonsoir, chers internautes. Vous êtes bien sur Madagascar Média. Donc, ce soir, on a un entretien politique et j'ai un invité que je suis très content d'accueillir ce soir et que on va passer, je pense, un bon moment. Il s'agit de Odile Mongeon-Cheminade, qui est candidate aux élections législatives sur la 10e circonscription pour les Français de l'étranger. Bonsoir, Odile. Bonsoir Grégory, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. On est très content de vous recevoir. Chose particulière pour les Malgaches qui nous suivent, mais également aussi nos amis français. Nous savons aussi qu'ils sont nombreux et il y a beaucoup de Français qui regardent avec un regard attentif ce qui se passe à Madagascar. Et donc, on est très content de vous accueillir ce soir. Alors, pour expliquer un petit peu le programme de ce soir, nous allons donc, bien évidemment, notre invité va se présenter un peu, nous présenter également cette circonscription, je pense, d'une manière assez générale, qui est méconnue du grand public. Donc, je pense que c'est important que cette tribune soit offerte pour vous ce soir. Et après, on va essayer de balayer, je pense, un certain nombre de sujets qui sont d'actualité, qui sont importants. La situation en France avec la réélection d'Emmanuel Macron, mais également aussi peut-être avoir votre regard sur ce qui se passe à Madagascar, parce que je pense, on sait très bien que dans cette 10e circonscription, Madagascar est concerné et il y a une forte diaspora française, des expatriés français qui sont nombreux à Madagascar, hein, 20 000, estime en tout cas à 20 000, vous me direz si les chiffres corroborent ce que je viens d'énoncer. Et par ailleurs, sur un dernier point, je pense qu'on reviendra plutôt sur la situation géopolitique mondiale, qui est aussi intéressante et encore plus avec l'actualité, notamment avec la guerre en Ukraine. Donc, sans plus tarder, pour rentrer dans le vif du sujet, Odile, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour le grand public et aussi pour les électeurs qui vous suivent et de manière plus générale pour tous les internautes qui suivent Madagascar Média? Oui, oui. Eh bien, écoutez, oui, je suis Odile Maujon-Cheminade, donc je suis candidate pour la 10e circonscription des élections législatives. Donc, la 10e circonscription, c'est pour les Français qui vivent à l'étranger et qui vivent dans les 49 pays qui constituent cette circonscription et qui englobent notamment Madagascar. Quant à moi, je suis une militante de longue date de Solidarité et Progrès et vous connaissez peut-être, mon nom vous dira peut-être quelque chose, puisque je suis la femme de Jacques Cheminade, qui s'est présenté plusieurs fois à l'élection présidentielle en France. Il s'est présenté en 1995, en 2012 et en 2017. Et juste pour rappel, en 1995, il avait mis en garde qu'on allait vers une très grave crise financière. Donc, il était vraiment le premier à aborder ces questions-là parce que personne ne parlait de cela à cette époque-là. Ça paraissait totalement incongru de dire des choses comme ça. Et puis, bon, bah, effectivement, il y a d'abord eu la crise de 1998, la crise asiatique ou la crise russe, hein, selon comment on veut l'appeler. Et puis, il y a eu la crise de 2007, de 2008, dont en réalité, nous ne sommes toujours pas sortis. Très bien. Donc voilà pour donner un petit aperçu. Très bien, merci pour cette présentation concise. Est-ce que, avant qu'on entre dans le vif du sujet, je pense que ce serait bien que vous puissiez faire un petit rappel, ou en tout cas expliquer en quoi consiste cette circonscription des Français de l'étranger, qu'est-ce qu'on attend du député pour cette circonscription-là. Et voilà, si vous pouvez déjà juste dresser un peu, planter le décor, si je m'exprime ainsi, je pense que ce serait très utile pour les internautes qui nous suivent. Bien, en fait, sous la présidence de Sarkozy, il a été établi ces 11 circonscriptions qui regroupent en fait les Français qui vivent à l'étranger. Il y a quand même une diaspora de 2,5 millions de Français maintenant à l'étranger, donc c'est quand même pas mal. Et elles ont été dessinées, généralement ça se fait en fonction du nombre d'électeurs. Donc là on a une circonscription où il y a, bon les nombres, j'ai pas réussi, pour ne rien vous cacher, j'ai pas réussi à avoir un nombre vraiment clair du nombre d'électeurs, mais ça se situe autour de 100 000 électeurs, c'est généralement ça le nombre par circonscription. Et dans la 10e circonscription,
elle regroupe quand même 49 pays, donc c'est considérable en fait, et en réalité, c'est une circonscription qui est extrêmement intéressante, je dois dire, parce il y a une très très grande richesse de pays. C'est des pays qui sont très différents. C'est des pays qui s'étendent sur plusieurs fuseaux horaires. Mais ce que je trouve vraiment fascinant, quand plus on explore cette circonscription, ben plus, si vous voulez, vraiment, on voit la richesse, parce que vous avez des pays, bon, ça englobe aussi, par exemple, le Moyen-Orient. Donc, elle s'étend euh, de l'Irak jusqu'à l'Afrique du Sud, et d'où mon slogan, du Cap à Bagdad pour une France amie des peuples. Donc, vous voyez, c'est une zone considérable. Et ce sont des pays, bon, par exemple, le Moyen-Orient, c'est vraiment un foyer de civilisation. C'est la Mésopotamie, c'est le croisement entre trois religions, c'est la Méditerranée. Et puis, vous avez aussi le Soudan, l'Éthiopie, toute cette partie est de l'Afrique qui est incroyablement riche, qui est vraiment aussi le berceau de l'humanité à bien des égards, hein. C'est par exemple en Éthiopie, si je ne me trompe, que l'on a trouvé les restes humains les plus anciens, Lucie, au moins qu'on en ait trouvé d'autres entre-temps, c'est très possible, mais si vous voulez, on voit bien que là, on est vraiment dans l'histoire longue de l'humanité, avec encore une fois des civilisations qui sont d'une richesse absolument incroyable. Et pour Madagascar, c'est l'ouverture sur l'Indonésie, parce que de ce que j'ai compris, il y a quand même des liens euh, anciens qui ont pu être retracés entre Madagascar, l'Indonésie, bon, toute cette partie du monde de l'océan Indien qui nous dirige euh, vers l'Asie. Donc vraiment, si vous voulez, enfin, il y a quand même une richesse qui est assez extraordinaire et qui rend encore plus cette circonscription intéressante, parce qu'en plus, vous avez des pays, je ne sais pas, moi je pense à l'Afrique du Sud, je pense à un certain nombre d'autres pays qui sont dans cette circonscription, on voit des pays qui sont tournés vers le futur. Donc il y a ce lien entre le passé, la naissance de l'humanité, et Mhm. finalement quelque chose qui la propulse vers le futur. D'accord, très bien. Et alors, la question que je pense beaucoup de personnes se posent par rapport à ces 11 circonscriptions, et en l'occurrence la 10e vous concernant, c'est comment on fait campagne? Parce que la campagne, forcément, elle est singulière par rapport aux autres candidats à la députation. Comment se passe une campagne pour les Français de l'étranger? Comment vous allez à la rencontre? Comment vous arrivez à recueillir leurs doléances, leurs velléités d'un point de vue politique, tout simplement. Ah bah, ça n'est pas simple. Là, il faut bien le reconnaître. Et donc, bah, les choses se résument bien souvent, malheureusement, à des questions purement financières, parce que soit vous avez les moyens de faire le tour des 49 circonscriptions, soit vous ne l'avez pas. D'accord? Et déjà, ça fait un très gros barrage. Ceci dit, je pense que même pour les gens qui se déplacent, c'est pas toujours si simple que ça, parce que en fait, les Français sur place, ils ont quand même, surtout dans des pays qui ont une grande surface, ils sont, voilà, ils vivent dans des zones qui sont souvent très éloignées les unes des autres. Donc, pour moi, en tout cas, c'est très clair. La campagne, elle s'est faite principalement par Internet. Elle s'est faite au travers de tout ce que nous avons publié sur le blog, sur les réseaux sociaux. Et puis, je fais campagne aussi, ça c'est important à le souligner, avec mon collègue Sébastien Périmoni, qui est le responsable Afrique de Solidarité et Progrès. Et D'accord? donc, lui, il est candidat sur la 9e circonscription des D'accord? Français de l'étranger, c'est-à-dire c'est celle qui regroupe les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Maghreb. Et donc, si vous voulez, quelque part, c'est bon, c'est très intéressant pour nous parce qu'on fait ça en tandem. Et puis, les problématiques de l'Afrique, elles restent les problématiques de l'Afrique. Bon, il y a des particularités, mais voilà. Donc, de ce point de vue-là, on rebondit sur ce que nous faisons l'un et l'autre.
Et puis, comme ça, c'est aussi l'autre aspect, solidarité et progrès, ça fait des années et des années que nous nous intéressons à ce qui se passe en Afrique. Donc, c'est pas quelque chose qui date d'hier. Donc, on a travaillé sur toutes sortes de, d'aspects, en particulier les projets de développement. C'est quand même la chose qui nous intéresse le plus. Sébastien a eu l'occasion à plusieurs reprises de se rendre dans les pays d'Afrique, donc nous connaissons très bien, nous avons beaucoup de contacts en Afrique. Nous avons, enfin, dans tous les pays africains, et nous avons aussi beaucoup de contacts avec la diaspora africaine en France. Donc, si vous voulez, de ce point de vue-là, c'est vrai que sans être sur le terrain physiquement, malheureusement, voilà, par les contraintes qui sont imposées dans ce type d'exercice, bah, quelque part, on est aussi beaucoup sur le terrain. C'est un peu le paradoxe, mais c'est un des paradoxes intéressants, justement, de cette campagne. D'accord. Et quels sont vos retours que vous avez pu avoir justement des Français de Madagascar? Quelles sont leurs préoccupations? Qu'est-ce qu'ils en disent par rapport à la situation actuelle ou même pour ceux qui y sont depuis un certain nombre de temps? Quels sont un peu les retours des concitoyens français? Alors, je dois vous avouer que ce n'est pas de Madagascar que j'ai eu le plus de retours par rapport aux Français de l'étranger. J'ai eu davantage de retours des Français qui vivent en fait au Moyen-Orient. D'accord? Alors évidemment, les situations ne sont pas comparables. C'est pas, on n'est pas du tout on n'évolue pas dans le même monde économique. Bon, ceci dit, c'est vrai que les retours que j'ai eus portaient quand même beaucoup, beaucoup sur la question, les questions qui touchent beaucoup les expatriés. Bah, c'est vrai, par exemple, la question de l'école, les frais pour mettre les enfants à l'école. J'ai eu, par exemple, quelqu'un qui était en Jordanie, que je ne dis pas de bêtises, et qui bon, me parlait des frais pour inscrire ses enfants à l'école française, hein, où on était quand même autour de 6 000 € par an, alors que normalement en France, l'école, elle est gratuite. Mhm. C'est pas une école payante. Alors évidemment, si vous voulez, là, vous avez des réseaux. L'AEFE joue sur le fait qu'il y a, voilà, il y a une excellence des écoles françaises et qu'il y a beaucoup de résidents, des personnes locales qui veulent profiter, qui inscrivent leurs enfants dans les écoles françaises. Et quand c'est dans des pays où les gens, où le niveau de vie est élevé, évidemment, on en profite aussi pour élever les frais d'inscription. Mais normalement, c'est clair que les Français devraient avoir un accès à cette école, qu'il ne devrait pas y avoir de décalage, qu'il ne devrait pas y avoir d'inégalité d'accès entre les Français qui sont à l'étranger et les Français qui vivent en France. Donc, vous voyez, c'est ce type de problème. C'est aussi la consternation par rapport à la baisse des moyens, des moyens consulaires en particulier. C'est-à-dire que dès que les gens ont des démarches administratives à faire, ça devient très compliqué, tout simplement parce que les budgets qui sont alloués aux affaires étrangères ont baissé de manière assez spectaculaire depuis longtemps déjà. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, sauf que ça s'est accéléré et ça se reflète dans les baisses de dotation, dans les baisses de moyens qui sont alloués non seulement pour les consulats, mais aussi pour les ambassades. J'ai eu l'occasion, par exemple, de parler avec un ancien ambassadeur de France dans un des pays du Moyen-Orient et qui m'expliquait comment les ambassadeurs, on leur dit explicitement, si vous avez je sais pas moi, des événements à organiser, essayez de trouver de l'argent. Alors ça peut être en louant des salles, ça peut être par différents moyens, enfin des choses assez invraisemblables en Mhm. réalité. Donc vous avez un personnel qui doit lui-même trouver des moyens pour pouvoir faire fonctionner la maison d'une certaine manière. Et évidemment, ça rejaillit aussi
sur les services que les Français qui sont sur place peuvent espérer trouver. Donc c'est beaucoup, après il y a toutes les questions liées à la santé, liées aux retraites, liées au fait par exemple que certains Français ont découvert que s'ils allaient se faire soigner en France, alors qu'ils sont français, eh ben, ils ne seraient pas nécessairement remboursés de leurs frais. Voyez. Donc, tout ça, ça reflète quelque chose que l'on vit, que les Français vivent aussi, mais avec de manière évidemment, ça ne se pose pas toujours dans les mêmes termes, parce que la situation, quand on est français de l'étranger, elle n'est pas la même que quand on est en France, bien évidemment. Mais tout ça, ça reflète le même désengagement de l'État, la même façon, de manière sous-jacente, de privatiser notamment l'éducation et la santé. Là, c'est quelque chose qui est très fort et que l'on retrouve un petit peu partout, et où ce sont effectivement les Français qui sont pénalisés. Et ça, c'est une politique générale, si vous voulez, hein. Mhm. C'est vrai que, encore une fois, je souligne que, en ce qui concerne la politique étrangère de la France, ça a été très fort. Il faut quand même voir que les affaires étrangères ont eu des baisses de budget considérables, et qui se sont traduites notamment par des baisses des effectifs qui ont été de plus de 50% des effectifs des affaires étrangères. Donc, c'est considérable, c'est pas secondaire. Et à cela s'ajoute, petite cerise sur le gâteau, si je puis dire, la décision qui a été annoncée tambour battant, par décret juste à la veille de l'élection présidentielle, du fait que on allait procéder que le corps diplomatique français allait disparaître. Donc c'est quelque chose aussi qui est grave, parce que le corps diplomatique français, ce sont des diplomates de métier. D'ailleurs, je tiens à souligner qu'aujourd'hui, les diplomates en France, les agents du Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères, sont en grève, très exactement pour s'opposer à cette disparition du corps diplomatique. Et ce qu'ils disent de manière totalement, voilà, qui est une évidence quelque part, c'est que être diplomate, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Bien Parce que sûr. là, ce que beaucoup ont souligné, ce qui est plus ou moins sous-jacent, enfin, je ne sais même pas si c'est sous-jacent, c'est tout simplement la réalité. C'est que du coup, si le corps diplomatique disparaît, bah, on va puiser dans des administrateurs d'État, en quelque sorte, et on va mettre des gens qui vont pouvoir venir d'horizons qui n'ont rien à voir avec la diplomatie, et qui seront là par, on ne sait pas par quelle opération, hein, soit parce qu'ils seront bien vus, soit voilà, on ne sait pas exactement, et qui n'auront pas du tout les qualifications qui sont requises. Et il y a eu aussi les rumeurs, alors je ne sais pas si elles sont avérées, je ne sais pas si le risque est réel ou pas, mais ça, c'est une possibilité qu'il faut garder en tête, qu'il pourrait y avoir une mutualisation des effectifs, enfin au niveau européen, en fait, une mutualisation des moyens pour les affaires étrangères. Alors ça, je ne sais pas si ça se ferait, mais si cette chose-là était avérée, je pense que ce serait tout simplement catastrophique. Et de toute façon, ce sera la fin de toute politique étrangère autonome de la France, parce que, par exemple, on pourrait envisager d'avoir des ambassades de tels pays européens qui couvrent pour le compte de la France tel ou tel pays, vous voyez. Oui, oui, bien Donc, sûr. voilà. Donc, c'est ça, si vous voulez. Et il y a une colère par rapport à ça qui me paraît être une colère tout à fait légitime, en réalité. Ouais, d'accord. Oui, oui, c'est. Alors, moi, j'ai envie de rebondir un peu sur ce que vous venez d'énoncer. Euh, Justement, c'est que autant je suis tout à fait d'accord et je rejoins
votre postulat sur le fait que le corps diplomatique est extrêmement important et que forcément la diplomatie, c'est vraiment un socle dans la politique étrangère. Par ailleurs, il y a deux aspects en fait dans ce que vous avez dit. Le premier, c'est que moi, je pense que, je sais que c'est un sujet tabou en France, mais à un moment donné, en tout cas, il faudra avoir une réflexion sur une dimension européenne, parce que force est de constater, on le sait très bien, qu'avec les puissances qui existent aujourd'hui, les différents ensembles, que ce soit les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre, et sans parler aussi des autres pays, on voit aujourd'hui de toute façon les velléités du côté des Russes ou encore l'Inde, pour parler des BRICS de manière plus générale. Je pense que c'est une réflexion qui doit être posée sur la table. Et je pense que ça peut être intéressant, cette mutualisation, mais je sais que ça peut faire, ça peut faire brandir des gens sur les questions de souveraineté, mais je pense que cette souveraineté a à réfléchir, en tout cas, à une échelle européenne. Moi, je pense qu'en tout cas, ça mérite d'être réfléchi parce que de toute façon, quand on veut mettre une politique structurelle, on ne réfléchit pas à 5 ans, on réfléchit sur les 50 prochaines années. Et ça, je pense, en tout cas, c'est important aussi bien que les élites que la population s'interrogent sur ces thématiques qui sont ô combien importantes. Et j'ai une deuxième en plus de cette réflexion-là, par rapport à ce que vous avez dit, c'est comment vous interprétez le fait qu'il y ait donc cette révision et cette réforme vis-à-vis du corps diplomatique, ou même encore le fait que les moyens alloués aux représentations diplomatiques à l'étranger soient faméliques. Comment vous interprétez, et selon vous, quelle est la vision? Peut-être que vous avez un peu anticipé finalement avec cette rumeur-là, mais quelle est la vision derrière sur l'État? Parce que s'il y a cette politique qui est menée, même si elle est faite en catimini, puisque comme vous l'avez souligné, ça a été fait quelques jours pendant la campagne présidentielle, c'est que vous, comment vous interprétez cela? Alors, il est clair que bon, Macron est un européiste convaincu, hein, et comme vous le savez, la France à l'heure actuelle est à la présidence de l'Europe jusqu'au mois de juillet. Et donc, lui, il veut profiter de cet intervalle pour avancer le plus vite vers une vision fédérale de l'Europe. Alors, le son de nuit, si vous voulez, c'est qu'il y a une forte opposition à cela en France. Pourquoi? Parce que la promesse qui avait été faite de l'Europe, elle a été trahie. Ils ont les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'on a fait de ce qui aurait pu être et de ce qui devait être et de ce qui même, je dirais, avait commencé à être une Europe des patries, comme l'avait dit De Gaulle en son temps, c'est-à-dire qu'on se met ensemble pour, par exemple, réaliser des projets qui vont avoir une plus grande portée. C'est sûr que dans un monde moderne, il y a des choses qu'on ne va pas faire tout seul dans son coin. Ça paraît totalement absurde. Si on regarde, par exemple, toute la question de l'espace, de l'exploration spatiale, eh ben, on arrive à faire des choses justement parce qu'il y a une agence spatiale que je trouve être un assez bon exemple de ce que devrait être justement une coopération européenne. Le seul ennui, c'est quand il y a eu la construction de l'Union européenne, eh bien tout cela a dérapé. Je pense qu'il y a quand même dès le départ quelque chose enfin on pourra y revenir éventuellement plus tard, hein, mais toute la question, la façon dont on l'a littéralement quand même imposé à la population, ça c'est une réalité qu'on ne pourra pas faire rentrer dans le sac d'une certaine manière. Et surtout, cette Union européenne s'est définie autour d'un corset juridique et d'un corset monétariste. Donc, en ce sens-là, ce n'est pas une Europe, une Union européenne des peuples, ce n'est pas une Union européenne pour les peuples, c'est une Union européenne qui est la courroie de transmission d'intérêts financiers. Et ça, malheureusement, c'est devenu très évident parce que on voit bien que dans toute cette affaire, ben, la France, en quoi est-ce qu'elle a vraiment gagné de son adhésion à l'Union européenne? En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, la France est un des pays qui a le plus perdu, par exemple, en termes de son économie réelle, j'entends, hein, de son économie physique,
en termes, par exemple, industriels, en termes de toutes les entreprises qu'elle avait et qui ont, voilà, qui ne sont plus là, euh, qui ont tout simplement disparu. Alors Mais certains diront oui, mais c'est pas du fait de l'Europe. Peut-être que c'est peut-être pas du fait de l'Union européenne directement, mais en tout cas, c'est bel et bien du fait d'une soumission à une logique financière, à une vision totalement ultralibérale de l'économie, qui évidemment a besoin de passer au-dessus des États et des souverainetés. Voilà. Et il n'était pas obligé, on n'était pas obligé de faire comme ça. Et je pense qu'il y aurait eu un soutien véritable de la population à ce projet européen si la population avait été prise en compte. Et aujourd'hui, l'Union européenne, en réalité, bah, c'est vrai qu'elle est favorable, elle est plutôt favorable à certaines portions de population qu'à d'autres, il faut bien le reconnaître. Donc c'est là où je pense qu'il y a effectivement un vrai problème. d'accord. Bon, écoute, il y aura tellement de choses à dire sur ces sujets, mais j'aimerais bien aussi vous entendre sur les autres thématiques que j'ai évoquées dans mon propos liminaire. Alors, je voudrais quand même revenir, donc, la transition elle est toute faite aussi, c'est que donc il y a eu donc cette élection présidentielle crue 2022 avec la réélection d'Emmanuel Macron. Là, on se retrouve finalement avec, on a l'impression, une France qui est quand même ne serait-ce si on se fie à la cartographie qui est foncièrement divisée. Quel est votre sentiment sur cette réélection et comment voyez-vous ce nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron au niveau de la situation de la France, tout simplement? Honnêtement, je ne suis pas trop optimiste D'accord. avec cette réélection. Déjà, bon, c'est une réélection en trompe-l'œil parce que Macron n'a pas été réélu d'une manière si éclatante que ça. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a un énorme taux d'abstention, d'une part, et que, si vous voulez, tout le déroulement de l'élection présidentielle a été quand même, comment dire, il a été, euh, enfin, on a vraiment le sentiment de quelque chose qui allait dans une direction et qui était fait de telle manière à ce que certaines questions soient posées et que d'autres ne soient pas posées. Et Macron a été, je pense, très habile, c'est-à-dire il n'a pas beaucoup fait campagne, il a laissé, ou même pas du tout, d'une certaine manière, il a laissé ses adversaires sur le devant de la scène et ses adversaires ont montré leur médiocrité, soyons honnêtes. Comme c'était parfaitement prévisible, parce que bon, tout le monde donnait Macron gagnant dès le départ, mais il donnait Macron gagnant pas tant de son propre fait, justement, qu'à cause de la faiblesse de ses opposants. Et ça a culminé avec donc le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et où voilà, Marine Le Pen a montré qu'elle était très incompétente. Et ben voilà, les choses à partir de là sont allées vers la victoire de Macron. Et c'est une victoire, encore une fois, on a parlé de victoire à la Pyrrhus. Et c'est vrai d'une certaine manière, parce que c'est une victoire qui laisse un goût amer pour une grande partie de la population française qui attendait vraiment un changement, qui espérait un changement. Alors, je ne dis pas que à quoi ils aspiraient était l'idéal, je ne vous cacherai pas. Mais ils aspiraient à ce changement et ce changement n'a pas eu lieu. Et pour beaucoup de gens qui sont les perdants du quinquennat précédent, ils appréhendent beaucoup ce qui va se passer. Et ce qui va se passer, ben, il y a déjà la réforme des retraites qu'Emmanuel Macron voulait mener. Et puis, bon, tout ça, ça a été retardé à cause de la Covid. Donc là, la priorité des priorités, ça va être cette réforme des retraites
pour porter les retraites, pour allonger donc, les cotisations, que les gens partent plus tard à la retraite. Euh, voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose qui passera très mal parce que c'est tout, il y a quand même une casse du système social en France, si vous voulez, Mhm. qui est réelle au nom de la dette, mais qui est une dette qui est en grande partie une dette illégitime. Parce que, et ça, la question n'est jamais posée. Elle n'est jamais posée. La dette qui est celle de la France à l'heure actuelle, qui est une dette considérable, et bien une grande partie de cette dette, c'est une dette qui est liée au casino spéculatif. Et en réalité, nous-mêmes, à Solidarité et Progrès, nous avons appelé à un audit de cette dette. Parce que ça, les gens ne le savent pas, mais en réalité, eh bien, on ne sait pas de quoi vraiment est constituée la dette française. Donc, on dit aux gens, vous allez payer, hein, on va vous faire payer justement par la baisse des, de la sécurité sociale, enfin du système social, voilà. On va vous faire payer parce que vous aurez moins de services, parce que la France va faire des économies, parce qu'il va y avoir l'austérité. Sauf qu'en réalité, les gens ne savent pas vraiment pourquoi et à qui ils payent. Et ça, cet audit, il est nécessaire parce qu'il y a une partie de la dette qui est une dette qui est, je dirais, légitime. C'est vraiment des choses que la France doit payer. Là, il n'y a pas à tergiverser, ce sont des choses qu'on doit payer. Mais il y a une partie où il y a un gros point d'interrogation par rapport à ça. Et ça, on ne sait pas. Et il faut que les Français sachent. Et à partir de là, on pourra dire oui, il y a des choses qui doivent être payées, il y a des choses qui ne doivent pas être payées. Voyez. Et les choses qui doivent être payées, comment est-ce qu'on va faire pour les payer? Et pour ma part, je suis intimement convaincue que ce n'est pas par l'austérité qu'on peut payer une dette, bien au contraire. Très bien. Écoutez, Odile, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause maintenant et qu'on se retrouve tout de suite pour la seconde partie de cette interview qui est très intéressante. On a encore beaucoup de sujets à aborder. On finira bien évidemment avec Emmanuel Macron et puis on aura surtout le temps d'aborder les questions politiques étrangères, Madagascar et donc politique qui dit politique étrangère dit géopolitique. Je vous dis à tout de suite. À tout de suite.